Bonjour à tous, bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle série. Aujourd'hui on va parler des tests que je fais en début de préparation pour bien pouvoir planifier jusqu'à mon objectif. C'est parti! Avant de commencer et qu'on soit d'accord, comme ça j'aurais pas besoin de me justifier pour tout le reste des autres épisodes, tout ce que je vais dire, il n'y a pas de vérité absolue, c'est ma conception. Si vous avez des conceptions différentes, n'hésitez pas à commenter, comme ça on pourra discuter, ça sera très intéressant. Alors déjà la première question qu'il faut se poser, c'est quand est-ce qu'il faut que je teste et à qui ça s'adresse ces tests? Faire des tests ne doit pas trop être la préoccupation des débutants. Il me semble que dans un épisode de Road to Iron, j'avais expliqué très rapidement comment planifier un fractionné, et ce que je vous avais dit, c'était que sans faire de tests, on pouvait déjà avoir des très bonnes approximations, et que de toute façon, ce qui prévaut sur tout le reste, c'est de s'améliorer à l'entraînement. Donc si vous êtes débutant, tant que vous vous améliorez, à mon avis ça n'a pas trop d'intérêt, surtout qu'au tout début on s'améliore très rapidement. Cependant, si vous avez déjà une petite expérience comme maintenant, moi c'est le cas, je suis pas du tout un expert, mais voilà, j'ai déjà quelques mois d'entraînement, là ça peut être intéressant pour moi, pour avoir une valeur déjà quantitative et qualitative, mais surtout très rationnelle de mon niveau. Et surtout, une fois qu'on a les valeurs, on peut plus se mentir, on peut plus dire ah ouais, aujourd'hui je vais planifier un peu moins parce que non, ça marche pas comme ça. Évidemment, je l'ai pas dit avant, mais se tester, ça ne marche que si vous avez une planification qui tient la route et que vous savez à peu près ce que vous faites. Si vous savez pas ce que vous faites, vous testez, ça sert pas à grand chose. Et la deuxième question était quand faire ces tests. Moi là je les réalise au début de la planification, puisque ça va me donner déjà une idée de où j'en suis, et par rapport à mon objectif ça va me donner une idée de qu'est-ce qu'il me reste à parcourir, de combien j'ai besoin de m'améliorer pour remplir mes objectifs. Après mon Ironman de Nice, je me suis arrêté 2 semaines pratiquement complet, j'ai repris les sports d'endurance vraiment 2 semaines après. De semaine en semaine, j'ai remonté mon volume d'entraînement, parce que quand on arrive à un certain niveau, 2 semaines d'arrêt, on perd énormément. Donc voilà, si vous êtes en début de saison, reprenez déjà pendant 2, 3, 4 semaines pour reprendre un niveau correct. Plus le temps de repos a été long, plus il vous faudra de temps de semaine avant de vous tester, parce que le problème c'est que pendant cette semaine-là, votre niveau il va réaugmenter de manière exponentielle, donc ça sert à rien de les faire tout au début. Les résultats ils seront faussés parce qu'ils sont vraiment très bas par rapport à votre niveau réel. Après, sinon vous pouvez aussi vous retester tous les, je dirais 2 mois, mais plutôt 3 mois, parce que le problème des tests c'est que c'est très taxant, pas trop physiquement mais surtout mentalement, parce que c'est des tests qui sont à l'épuisement à chaque fois et qui demandent beaucoup de ressources. Voilà, j'insiste, de toute manière ça ne sert à rien de se tester trop souvent, ça vous donne une valeur très ponctuelle dans le temps qui va fluctuer, et surtout étant donné que l'entraînement est censé vous faire améliorer, dans 2-3 semaines les valeurs de ces tests ils seront déjà faussées. Donc en fait ça vous donne juste un point dans le temps pour savoir si vous êtes amélioré, où est-ce que vous en êtes, est-ce que ce que vous faites marche, etc. Voilà, ça va pas être sur ces valeurs là que vous allez baser vos 3 prochains mois, bien au contraire, ça va être sur celles là que vous allez baser les premières séances, et ensuite sur les séances d'après vous allez chercher surtout à progresser. Mais ça on en reparlera dans un autre épisode. Pour l'instant on va parler des tests que je fais. On est en août, alors moi je vais m'abriter parce qu'il fait super chaud. Ça résonne pas trop, ça va? Alors, quel test je fais? Bon là c'est horrible. Alors, quel test je fais? Là, je vais vous parler des tests pour le running. Comme vous pouvez le voir, je suis sur une piste d'athlétisme. J'ai 3 tests à faire en running. Le premier, celui que je fais maintenant, ça va être un VAM-EVAL pour trouver ma VMA. Donc comme vous pouvez voir, j'ai mis des plots, ce qui m'a pris déjà un bon 30-40 minutes, le temps de faire tout le stade. Grâce à ce test-là, voilà, donc vous aurez votre VMA, ce qui est déjà très intéressant pour quantifier déjà votre niveau de performance et pour pouvoir planifier certains entraînements. Alors pour vous illustrer la VMA, ce qui va être plus simple, je vais vous faire un petit schéma. Donc, comment est-ce que le corps réagit lors d'un VAM-EVAL? Alors d'abord, on va faire un petit graphique. En abscisse, on va mettre le temps, et en ordonnée, on va mettre la consommation d'oxygène par le corps et la vitesse. Étant donné que les deux sont proportionnels sur ce test, mettre les deux sur le même graphique, ça va pas mal aider à comprendre ce qui se passe. On commence le test tranquillement, à partir de 8 km/h. Les bips se rapprochent, donc ça nous fait accélérer progressivement. Alors, il y a une raison pour laquelle le test est progressif, c'est parce que la synergie de la consommation d'O2, elle est lente. C'est-à-dire qu'en fait elle met du temps à se lancer, on passe pas d'une consommation d'oxygène de repos
à 100% de notre capacité d'absorption d'oxygène en 2 secondes. Il faut le temps que le processus physiologique se mette en place. C'est d'ailleurs pour ça que quand il y a des changements brutaux d'allure pendant une course, marathon, Ironman, ce que vous voulez, ça se paye cash ça en général. Justement parce qu'il y a une demande d'énergie brutale et que la consommation d'O2 elle n'a pas le temps de s'adapter. Donc, on reprend le test. J'ai dit on commençait tranquillement, 8 km/h, 9 km/h, 10 km/h, etc. Puis, à un moment, la consommation d'oxygène elle va arrêter d'augmenter. Elle va atteindre un plateau, c'est-à-dire que le corps, en fait, il ne pourra pas consommer plus d'oxygène que ça. Ce plateau, ce maximum d'oxygène, c'est ce qu'on appelle VO2 max. Et au moment pile où on atteint ce plateau, c'est ce qu'on appelle la VMA, donc la vitesse maximale aérobie. On pourrait potentiellement continuer à augmenter la vitesse, mais la vitesse augmenterait sans que la consommation d'oxygène, elle, augmente, puisque la consommation est à son maximum. Pour pouvoir courir à une vitesse supérieure, en fait, ça serait l'augmentation de l'utilisation d'autres filières énergétiques qui nous permettraient de courir plus vite. Au lieu d'augmenter la consommation d'O2, on utiliserait plutôt un peu plus de glucose, de façon anaérobie, un peu plus de phosphocréatine, voilà, ce genre de choses. Bref, ce qu'il faut retenir, ce qui nous intéresse, c'est cette VMA. Le point pile entre l'augmentation de la vitesse et le moment où la consommation d'oxygène arrive à son maximum. L'intérêt de ce test, c'est que même si potentiellement on pourrait courir plus vite qu'une VMA, étant donné qu'on a déjà couru pendant une bonne période de temps, on a accumulé de la fatigue. Ce qui fait qu'en fait, au final, sur ce test, on monte pas ou très peu au-dessus de notre VMA. On monte tellement peu au-dessus de la VMA d'ailleurs que c'est pour ça qu'à partir d'un certain niveau, on commence pas ce test à 8 km/h parce que ça créerait beaucoup trop de fatigue entre le moment où on commence le test et le moment où on arrive à VMA, mais on commence soit à 10 km/h, ce qui était mon cas quand je l'ai fait, soit à 12 km/h, voire 14 km/h pour vraiment les boss du jeu. Donc voilà, c'était un petit côté scientifique où je vous expliquais un petit peu comment ça se passait. Allez, on passe à la suite. Deuxième test, on va procéder à un test de temps de maintien à VMA pour voir combien de temps je suis capable de maintenir cette VMA là. Certains diront que si le temps de maintien est trop bas ou si le temps de maintien est trop haut, ça peut être une erreur de calcul due au VAMEVAL. Alors c'est possible parce que le VAMEVAL évidemment c'est un test à l'épuisement, ça dépend très fortement de votre motivation, donc allez, on s'énerve un bon coup pour le faire. Pareil pour le temps de maintien, c'est un test à épuisement, donc si on ne le fait pas à fond, évidemment les tests sont faussés. Une valeur moyenne de temps de maintien, ça va être 5-6 minutes pour les débutants. Votre VMA, ça peut arriver que vous pouvez tenir maximum 3-4 minutes. En général c'est rare, c'est peut-être un petit manque de motivation sur le test de maintien. Ce test de maintien maximum VMA, je le fais dans 2 jours, le temps de me reposer. Par contre cet après-midi, je fais un second test, qui est un test du Dr Kogan, qui consiste simplement à faire la plus grande distance possible sur 20 minutes. Ce test-là, il va pas nous servir à obtenir notre VMA puisqu'on l'a obtenu avec ce test, ça sert à rien de tester 2 fois la même chose, mais on va obtenir ce qu'il appelle le seuil fonctionnel, qui est une valeur qui se rapproche à peu près du seuil anaérobie. Les valeurs sont pas tout à fait égales même si elles sont très fortement corrélées, ça va dépendre des individus. De toute manière, il existe plus d'une vingtaine de manières de calculer le seuil anaérobie, donc il ne faut pas penser que c'est une valeur qui est aussi bien définie que ce que peut être le VO2 max par exemple. Je peux quand même tenter de vous donner une petite définition de ce qu'est le seuil anaérobie. Simplement, à partir d'une certaine vitesse, qui n'est pas la vitesse maximale, votre corps il commence à être en souffrance, vous lui demandez de produire beaucoup d'énergie et il a du mal à renouveler ses stocks énergétiques, il a du mal à gérer les produits issus de la dégradation de ces stocks là. Alors ça peut être gérer le calcium, gérer le phosphate inorganique, ça peut être gérer les ions H+, ça peut être gérer plein d'autres choses. En tout cas, il est dans le mal, ça c'est sûr. Donc c'est pour ça que courir au seuil anaérobie, souvent on a une petite sensation de douleur diffuse, on va dire. Courir à ce seuil-là, si on est vraiment très motivé, que c'est la course de l'année, on peut le tenir à peu près 1 heure. Le problème avec un souci de motivation, comme je l'ai dit, un test de 20 minutes donne des valeurs très corrélées à un test de 1 heure et ça permet de limiter un peu la fatigue issue de ce test. Vous l'aurez compris, le test de seuil fonctionnel donne un seuil qui n'est pas vraiment très bien défini en soi, qui est une valeur témoin, mais cependant qui va dépendre quand même de pas mal de choses. Donc c'est pour ça que je la fais directement cet après-midi, parce que c'est pas une valeur qui a besoin d'être très précise, comme c'est le cas de la VMA. C'est pour ça que je la fais ce matin. Voilà, donc priorisez aussi vos tests. Faites les plus importants soit le matin, soit après directement 1 ou 2 jours de repos. Et faites les autres tests soit dans l'après-midi, soit voilà, à des jours où vous n'êtes pas forcément reposé au maximum. Mais bon, en même temps, on va pas faire 3 mois de test. Donc en running, ça va être assez simple d'avoir ces 3 valeurs, c'est-à-dire la VMA, le seuil fonctionnel, ainsi que le temps de maintien à VMA.
En vélo, l'idéal ça serait de faire exactement la même chose, cependant j'ai pas de power meter sur mon vélo parce que ça coûte un bras. Donc j'ai simplement fait le test de seuil fonctionnel de 20 minutes à vélo et je vais utiliser après simplement la fréquence cardiaque. Mais bon, ça on en reparle dans le débrief juste à la fin de vidéo. Maintenant que tout ça est dit, il reste plus qu'à faire. Donc là je vais m'échauffer très rapidement juste articulairement. Ce test là, étant donné que c'est un test progressif, il prend en compte l'échauffement. Donc moi, mon cardio-fréquence-mètre est en place et c'est parti. Bon, évidemment courir c'est le truc sympa, mais après il faut aller ramasser tous les plots, ça c'est chiant. Maintenant que ces tests sont faits, on va pouvoir analyser les résultats ensemble. On va commencer par les 3 tests en course à pied et à la fin, je traiterai de la question du vélo et de la natation. Alors, premier test, le VAM-EVAL, c'est le test où les graphiques en disent le moins étant donné qu'on suit une bande sonore. Sur ce test, j'étais assez motivé pour le coup étant donné que c'était le premier en course à pied. J'ai quand même réussi à tenir de manière sûre jusqu'à 18,9 km/h. Je vais pas vous le cacher, c'est une très bonne valeur, je m'attendais pas à aller aussi haut. Le test VAM-EVAL, ça me permet d'obtenir aussi ma fréquence cardiaque maximale, qui est de 182. Ça correspond de toute manière à peu près à ce que j'avais déjà observé sur des fractionnés précédemment. Rétrospectivement, j'ai pris les anciens fractionnés que j'avais fait avec mon ancienne méthode où je progressais de séance en séance et les dernières séances, je les avais fait à 3 minutes 20 du kilomètre. Et là, 19 km/h, ça fait 3 minutes 10 du kilomètre. Donc 10 secondes au-dessus, ça va me permettre déjà de recalibrer un tout petit peu mes intensités quand je m'entraîne à VMA. Donc ça, c'est les informations qu'on a eues sur le VAM-EVAL, la VMA et la fréquence cardiaque maximum. Toujours au sujet de la VMA, alors combien de temps est-ce que j'ai réussi à maintenir cette VMA là? Alors sur ce test, pour le coup, étant donné que je l'avais fait samedi, en fin de semaine, c'est pas que j'étais fatigué, mais j'avais perdu un peu la motivation. Alors les tests de maintien c'est toujours un peu compliqué étant donné que la montre elle donne pas exactement en temps réel la vitesse qu'on a. Très souvent on passe un petit peu au-dessus, ce qui était le cas pour moi pour bien la première minute où je suis descendu à 3 minutes du kilomètre, voire un petit peu en dessous. Le problème c'est que quand on s'approche de la VMA, dépasser un tout petit peu c'est catastrophique. Donc ces petits artefacts là en fait ils influencent beaucoup le temps de maintien qu'on a. Comme je le dis de toute manière après c'est une valeur témoin, c'est pas non plus la fin du monde. Donc là je vais garder la valeur de 4,45. D'ailleurs ça m'a fait rire parce que sur la toute fin j'ai essayé de maintenir 30 secondes de plus mais bon le corps il voulait plus hein. Donc en course à pied pour l'instant qu'est-ce qu'on sait? Ma fréquence cardiaque maximum, ma VMA et combien de temps je garde ma VMA. On continue. Le dernier, le fameux test de seuil fonctionnel. Donc celui-là pour le coup je l'ai fait avec Rebecca, elle était à vélo et c'est pour ça que quand je vous parle de motivation ça n'a rien à voir parce que Rebecca quand elle est là elle me lâche pas, hein. Dès que je ralentis un petit peu, elle met un petit coup de pied aux fesses et on est reparti. Donc sur ce test là, on obtient 2 valeurs. Ma vitesse au seuil fonctionnel, elle est de 3 minutes 50 par kilomètre, ce qui fait à peu près 15 km/h il me semble. Et ma fréquence cardiaque qui correspond à cette vitesse là, elle est de 167 battements par minute. 167 battements par minute par rapport à ma fréquence cardiaque maximale, c'est un très bon résultat étant donné que ça correspond à peu près un tout petit peu en dessous de 90% de la fréquence cardiaque maximum. Quand je dis 90%, alors en fait le calcul, alors attendez, laissez-moi le résumer dans ma tête. Ce test il renseigne sur autre chose d'ailleurs, au-delà d'avoir des valeurs. Plus votre seuil fonctionnel représente un grand pourcentage par rapport à votre fréquence cardiaque maximale ou par rapport à votre VMA, plus vous pouvez vous considérer comme bien entraîné. Il y a des personnes, par exemple, sur un test de 20 minutes, elles pourront pas tenir 90%, elles pourront tenir que 80%. C'est bon signe, ça veut dire déjà que vous aurez une grande marge de progression et ça montre aussi que vous pourrez vous entraîner un peu plus spécifiquement pour réussir à augmenter un petit peu ce pourcentage. Et écoutez, pour la course à pied, là il me semble qu'on a tout vu. Pour conclure sur la course à pied, ce qui me reste à parcourir pour remplir mon objectif au semi-Ironman de Turquie, c'est pas beaucoup. Il me reste vraiment pas beaucoup à atteindre. En VMA, je pensais plutôt arriver aux alentours de 18 km/h, donc le fait que j'arrive à tenir 19, ça m'enlève déjà une petite épine du pied. Ça me rassure forcément, parce que moins il y a d'écart entre mon niveau actuel et le niveau que j'ai besoin d'avoir pour la Turquie, plus j'ai de chances de remplir mon objectif. Maintenant, on va passer au seul test que j'ai fait en vélo. Alors le vélo, j'ai énormément de choses à dire. Premièrement, les conditions dans lesquelles vous faites le test. Quand vous vous entraînez, si vous utilisez les valeurs du test, il faut que les conditions soient pratiquement pareilles. Je m'explique. Pour le coup, c'est à peu près la même chose en course à pied. Si vous faites votre test sur piste et qu'ensuite vous faites un fractionné sur de l'herbe ou sur du sable,
vous comprendrez bien que vous n'arriverez pas à tenir le rythme. Et bah pour le vélo, c'est exactement la même chose. Si vous faites le test sur votre vélo de triathlon ou si vous faites votre test sur votre vélo de route, vous n'obtiendrez pas les mêmes résultats. Et si par exemple vous faites votre test sur le vélo de route et qu'ensuite vous entraînez sur un vélo de triathlon, les données elles seront proches évidemment, mais ça ne sera pas les mêmes données. Autre chose, en course à pied, on s'appuie sur deux types de valeurs, la fréquence cardiaque et la vitesse. Sur le vélo, on ne peut pas du tout se fier à la vitesse. Premièrement parce que c'est un sport où l'aérodynamisme il est beaucoup plus important qu'en course à pied. Les seules valeurs qui nous servent, c'est la puissance et la fréquence cardiaque. C'est pour ça d'ailleurs que à vélo, on ne parle pas de VMA, mais on parle de PMA, qui est la puissance maximale aérobie. En soi, tous les tests que j'ai faits en course à pied, et tous les résultats que j'en ai tirés, vous pouvez faire exactement la même chose à vélo, seulement au lieu de prendre la vitesse, vous utilisez la puissance. Pour ma part, j'ai juste fait le test de seuil fonctionnel, où on voit que ma fréquence moyenne au seuil fonctionnel, elle est de 160. Donc 8 battements par minute de moins qu'en course à pied. Ça m'étonne pas vraiment parce que ma fréquence cardiaque maximale à vélo est plus basse que ma fréquence cardiaque en course à pied. Elle est de 173 il me semble. Donc pour le coup, sans power meter, c'est la seule donnée que je peux avoir sur le vélo. Quand on n'a pas le matériel, c'est plus du bricolage, on va dire. Donc je sais que par exemple, quand je vais faire une séance à VMA, il faut que je me rapproche à peu près de ma fréquence cardiaque maximale. Et quand je fais des travails au seuil, il faut que je m'approche de 160 battements par minute. En moyenne, sur ces 20 minutes, je suis à 37 km/h pratiquement. Bon, c'est pas une valeur qui est très intéressante. Ce qui me fait peur, c'est que pour réussir l'objectif de 2h30 sur l'Ironman de Turquie, il faut que je fasse une moyenne de 35 km/h sur 2h30. Ça fait peur. Je vais vous l'avouer, ça m'a fait peur. Après ce test, je l'ai fait avec les mains sur la partie basse du cintre, mais je suppose qu'avec un vélo de triathlon, je pourrais aller aussi vite en dépensant un peu moins d'énergie. Donc peut-être que ça va essayer de se compenser. Et puis avec les mois d'entraînement, forcément les valeurs vont augmenter un tout petit peu. Pour conclure sur le vélo et la course à pied, comme je l'avais dit en introduction, les tests, ça sert aussi à savoir le chemin qui reste à parcourir. Donc en course à pied, comme je l'ai dit, ça va. Évidemment, plus je m'améliore, plus la course à pied sera simple, plus j'ai de chances de remplir mon objectif. Ça veut pas dire que parce que je suis à 19 de VMA, oh là là, je me mets bien, je fais rien du tout. Non, 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 pas du tout. À la limite, ça veut dire que s'il y a des entraînements à prioriser, il faut que je priorise un peu plus le vélo que la course à pied, ça par contre. Mais sur l'Ironman de Nice, j'avais beau avoir une très bonne course à pied, on a vu que ça n'a pas suffi et que quand ça craque, ça craque. Pour finir cet épisode, je vais parler de la natation quand même. Il existe des tests sur la natation que je n'ai pas fait. Par exemple, faire le temps le plus petit possible sur 1000 mètres et ensuite, par rapport à cette valeur, vous les déclinez sous différents pourcentages. C'est ce que conseille Joe Frel dans son livre, qui est un livre intéressant. De là à porter le nom de Bible, c'est peut-être un petit peu présomptueux, mais intéressant, ça va. Donc voilà, je sais qu'en natation, il me reste beaucoup de choses à améliorer. Je sais que techniquement, je suis pas trop au point, je coule toujours autant, ça ne change pas. Donc là par exemple aujourd'hui on est le 21 août, d'ailleurs j'ai fait une séance de natation ce matin où j'ai fait 7 fois 200 mètres, 3 minutes à chaque 200 avec 100 mètres de récupération tranquille. Donc c'est à dire que sur une séance, il y a eu 1400 mètres de fait à l'allure que je vise sur le semi-Ironman. Alors évidemment comme c'est fractionné c'est un peu biaisé, mais j'ai pas la combi, l'eau est pas salée, il n'y a pas de drafting, donc de ce côté-là c'est assez encourageant et je continue de m'améliorer là-dessus. Donc voilà, j'espère que vous avez compris que le chemin qui me reste à parcourir pour remplir mon objectif est assez long, c'est pas gagné. Cependant, on se décourage pas, on s'entraîne dur et tout ira bien. Je vais enfin terminer cette vidéo qui a été extrêmement longue pour les quelques survivants qui restent jusqu'au bout. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'à la fin. L'épisode final de Road to Iron a vraiment extrêmement bien marché. Je vous remercie parce que c'est un peu grâce à vous aussi qui partagez un petit peu les projets, les choses, qui partagez la chaîne. Merci à vous tous. Si vous voulez des détails sur mes entraînements, n'hésitez pas à me rejoindre sur Strava. Vraiment, si vous faites votre petite enquête, vous voyez comment je progresse, vous voyez un petit peu comment est-ce que je mène mes séances. Si vous voulez des news, n'hésitez pas à me rejoindre sur Facebook. Et de toute manière, au tout début de la vidéo, il y a déjà eu tout ça qui s'est affiché en bas. Je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. Entraînez-vous bien et à la prochaine.